tout petit résumé d'une page de notes biographiques sur Pierre Lévy qui va vous être distribué de manière à ce que je ne fasse pas une trop longue introduction. Je veux dire que Pierre Lévy est un philosophe. Il est parmi les rares philosophes sur notre continent à s'être intéressé à ce qu'on appelle ici la société de l'information, les nouveaux médias. Et on va parler de mondialisation, pas de la mondialisation économique et financière dont on a l'habitude de parler, mais de mondialisation du savoir. Le cyberspace comme espace de création collective. Alors, le cyberspace comme nouveau milieu de communication, de pensée, de travail pour les sociétés humaines. Pourquoi Pierre Lévy est-il ici? Il se trouve que nous avons, il y a 2 ans, entamé à la cellule de prospective une réflexion, je vais dire, sociétale et politique sur la société de l'information. Nous avons, très récemment, il est sorti ce cahier de la cellule de prospective que je vous recommande, sans vous proposer de vous l'offrir d'ailleurs, mais elle se trouvera dans toutes les bibliothèques de vos directions générales. Pour essayer de voir dans quelle mesure les nouveaux outils étaient en train d'offrir de nouvelles possibilités à l'expression de la démocratie, en particulier dans une Europe qui cherche à être plus en relation directe avec ses citoyens. C'est dans le cadre de ces recherches que nous avons rencontré l'intelligence collective de Pierre Lévy, qui est un de ses ouvrages récents, ça fait déjà quand même quelques années, de 1995, pour une anthropologie du cyberspace, et nous avons été très séduits en même temps par la raison ou par le cœur, par l'humanisme et en même temps la réflexion très politique qu'il amenait. Pourquoi parler à l'ensemble, enfin au personnel de la commission? Nous avons pensé que cette réflexion nous concernait à un double titre. D'une part, en tant que, parce que nous sommes dominés par la technologie et les aspects marchands à l'heure actuelle, la société de l'information, et qu'il semble que ce soit le seul message qui soit perçu comme émanant des institutions européennes, et comment il y a une transformation à faire, nous, en tant que fonctionnaires européens, comment est-ce qu'on peut contribuer à cette transformation? D'autre part aussi, ça rentre un petit peu, beaucoup, dans les discussions vives qu'il y a à l'heure actuelle sur les questions de la réforme. Est-ce que la Commission est une administration publique qui est pourtant neuve, qui n'a qu'une quarantaine d'années? Elle est en train de changer à l'heure actuelle, mais est-ce qu'on s'est déjà pris dans des vieux réflexes d'une grosse bureaucratie, ou est-ce que les nouveaux outils en particulier sont un des domaines qui peuvent nous aider à évoluer? Alors, comment Pierre Lévy peut nous aider dans cette réflexion? J'ai dit qu'il était philosophe, il a fait des études d'histoire, je vais dire qu'il a travaillé, d'abord il a fait sa thèse sur l'idée de liberté dans l'Antiquité avec Cornelius Castoriadis. Il a travaillé, ou un de ses maîtres, si on peut en parler de ce genre de terme, a été Michel Serres. Oui, on peut le dire. Dans ce cas-là, on peut le dire. Oui. Il a, une personne qui a eu une importance indirecte dans sa vie, je dirais, c'est aussi Édith Cresson, qui d'une manière ou d'une autre, non, mais Pierre Lévy a participé à la première mission qui avait été confiée à Michel Serres, enfin que Michel Serres a dirigé, sur l'enseignement à distance, qui avait été lancé à l'époque par Édith Cresson lorsqu'elle était Premier ministre en France. Et c'est là qu'ils ont développé, avec notamment Michel Autier, je vais dire,
une méthode, un outil d'entrée de compréhension du cyberspace qui s'appelle les arbres de la connaissance, non, les arbres de connaissances. Voilà. On a toujours envie de dire des connaissances au pluriel. Voilà, grosso modo, à l'heure actuelle, Pierre Lévy enseigne au Canada. Donc il a aussi partie du dynamisme de la société américaine. Je vous le dis aussi pour vous dire, mais pour vous dire qu'il a traversé l'Atlantique et que on compte sur vous pour que les questions le réveillent et lui empêchent de sentir le poids du décalage horaire. Voilà. Oui, ça fait bien de le dire parce que c'est ça. Oui, j'ai traversé l'Atlantique après avoir traversé la Méditerranée d'ailleurs, comme vous. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai pas pris cette. Beaucoup de traversées. Bon, alors c'est ça. Il fallait que je fasse une conférence dans laquelle je répète pas ce que je vais dire demain au séminaire Société de l'information et démocratie. Donc je vais essayer de dire maintenant quelque chose que je dirai pas du tout demain. Donc écoutez bien parce que je ne le répéterai pas demain. Vous êtes enregistré. Alors, bon, la question finalement que je voudrais aborder ici en 3/4 d'heure, enfin je pourrais juste finalement lancer quelques idées, c'est une question très très simple. C'est au fond, qu'est-ce que c'est que ce phénomène Internet, qu'est-ce que c'est que cette croissance du cyberespace qui est si rapide, si spectaculaire et à certains égards si imprévu. Bon. Vous savez sans doute que c'est le système de communication qui s'est répandu le plus vite dans toute l'histoire des systèmes de communication. Des systèmes de communication depuis les débuts de l'humanité, si vous pensez à l'invention de l'écriture ou de l'alphabet ou de l'imprimerie, vous voyez les grandes avancées dans l'histoire de la communication, ou même la radio, la télévision, le téléphone. Bon, ben là, le cyberespace, là, on peut dire, en quelques années, hein, il y a eu une croissance absolument fulgurante. Et on sent bien que ça va avoir des conséquences économiques, politiques, culturelles extrêmement importantes. Et la réponse, je donne tout de suite la réponse, hein, pour supprimer la tension. La réponse que je voudrais faire à cette question, c'est que, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est un phénomène d'interconnexion finalement, entre les êtres humains. Hein. Et c'est un phénomène qui a une allure quasi biologique. C'est comme un milieu qui est en train de prendre, hein, ou comme un embryon qui est en train de se former, ou comme, vous voyez, il faut le penser quasi biologiquement. Et ce phénomène de connexion de l'humanité avec elle-même. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un phénomène rapide, presque violent, mais d'un autre côté, on peut aussi considérer qu'il vient prolonger une tendance très très ancienne de convergence et d'interconnexion. Et ça va être la première partie de mon exposé. On va supposer qu'on est devant un grand écran sur lequel est en train de jouer une simulation de l'histoire de l'humanité. Alors on a la planète qui est là. C'est il y a 1 million d'années. Et il n'y a pas encore d'êtres humains sur la surface de la Terre. Et puis, dans la région des Grands Lacs, en Afrique orientale, on voit apparaître une petite population. Hein, c'est Homo sapiens sapiens. Parce qu'il faut bien que l'espèce apparaisse dans un lieu et à un moment particulier. Et il y a quelques... Oui, c'est ça. Il ressemblait beaucoup aux bonobos, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est des genres de chimpanzés qui font l'amour tout le temps par rapport aux autres singes. Bon. Alors, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ces gens-là, enfin ces primates-là, commencent à faire quelque chose que les autres primates ne faisaient pas, ils commencent à parler.
et ils ont probablement tous la même langue, puisque ça forme la même population. Hein. Vous savez que toutes les espèces biologiques commencent dans un isolat géographique. Hein. Ce sont des populations qui se constituent par interfécondité. Donc ils étaient tous en communication les uns avec les autres, et ils parlaient tous probablement la même langue. Hein. Donc au début, l'humanité était toute réunie ensemble. Il y avait quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes. Bon. Et progressivement, il y a eu une diaspora, une dispersion, croissance démographique, et ça ne suffisait plus à nourrir tout le monde, puis les gens partaient. Ils sont un peu éparpillés en Afrique, puis ils sont sortis d'Afrique, puis ils ont conquis l'Europe, puis l'Asie, puis l'Amérique. Et pendant ce phénomène de dispersion qui a duré des centaines de milliers d'années, hein, les langues se sont séparées les unes des autres, les cultures se sont séparées les unes des autres, et l'humanité, d'une certaine façon, a perdu le contact avec elle-même. Puis tous les milieux ont été conquis, et donc finalement, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, ça a été un phénomène de dispersion et de séparation, de divergence. Puis il y a eu un début de reconnexion. On peut dire, disons, il y a à peu près 5000 ans, ça commence à se cristalliser, ce qu'on a appelé la révolution néolithique, quand on invente l'agriculture, l'élevage, la ville, l'État et l'écriture. Et là, il y a eu un début de concentration humaine, hein, dans le croissant fertile, en Chine, un peu plus tard dans les civilisations précolombiennes en Amérique, etc. Donc un début de concentration des êtres humains. Et au fond, cette civilisation néolithique, c'est celle sur laquelle la majorité des gens ont vécu jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut dire. Hein. C'est-à-dire que les gens étaient des paysans, et puis il y avait des centres administratifs urbains, puis en gros, c'était ça. Donc là, un début de concentration, mais malgré tout, les grandes civilisations restaient séparées les unes des autres. Et le début de la reconnexion de l'ensemble de l'humanité, elle a eu lieu à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. On se dit, bon, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On peut dire que ce sont les Européens, qui d'ailleurs disposaient à ce moment-là de l'imprimerie, que ce sont les Européens qui ont reconnecté l'ensemble de l'humanité avec elle-même, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, etc. Et là, bon, c'est le début du marché mondial. Et à partir de là, il y a eu le début de ce phénomène de densification des transports et des communications, dont nous voyons, dont le phénomène de la croissance du cyberespace est l'aboutissement. Alors si je reviens sur ma simulation de l'histoire de l'humanité sur la planète, vous voyez une toute petite population au début, vous voyez que ça couvre progressivement l'ensemble de la Terre, mais que c'est encore dispersé, puis progressivement des liens se créent, des concentrations se forment, jusqu'à ce qu'au fond il y ait de plus en plus de routes, de voies maritimes, puis de voies aériennes, puis un réseau de transport de plus en plus dense, de plus en plus efficace, avec le réseau de communication qui va avec, jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation d'une humanité de plus en plus interconnectée. Et il faut penser le cyberespace comme étant le couronnement de ce processus provisoire, parce que ça peut aller encore plus loin. Puis à l'allure où vont les choses, ça ira certainement encore plus loin dans le sens de cette interconnexion et de cette communication. Et ça fabrique un espace qui est complètement différent de ce qu'il était il y a quelques siècles. Bon, évidemment, la distance, disons, vous m'excuserez de cet exemple franco-français, la distance entre Paris, disons entre Lutèce et Lugdunum est exactement la même que celle qu'il y a aujourd'hui entre Paris et Lyon, d'accord ? Et si vous la mesurez en kilomètres, sauf que la distance pratique
est complètement différente. Parce que en TGV, c'est 2 heures, et puis parce qu'il y a des lignes de téléphone, et puis parce qu'on peut s'envoyer des courriers électroniques, et puis parce que, oui, bon, parce qu'il y a une autoroute entre les deux, etc. Donc, en fait, on peut dire que la planète s'est incroyablement, d'un point de vue pratique, pour la conscience et l'action humaine, c'est incroyablement rétrécie. L'espace-temps a changé. Ou bien on peut dire que l'être humain a grandi. Enfin, vous voyez, on peut le voir dans les deux sens. Hein. Alors, tout ça a évidemment des... Alors, on est ici à Bruxelles. C'est le... Bon, le phénomène de regroupement politique européen a évidemment énormément à voir avec ce phénomène-là, hein, ou le phénomène de la mondialisation économique, ou le phénomène, par exemple, des fusions des grandes entreprises. Hein. Étant donné qu'on est tous de plus en plus quasiment sur le même territoire, ben, on est obligé de se réorganiser. Hein. Ou bien on peut dire que la notion de territoire devenant de moins en moins importante, ben, il faut trouver de nouvelles façons d'être ensemble. Bon. Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire de communication par ordinateur? Bon. Donc, comme vous savez, les premiers ordinateurs ont été construits dans les années 40 aux États-Unis et en Angleterre, au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, au fond, la première fois qu'il y a eu une guerre dont l'enjeu était sérieusement la domination de la planète. Parce qu'avant ça, il y a toujours eu des conquérants qui voulaient dominer la Terre, mais pratiquement, c'était vraiment difficile. Bon. Je pense qu'au milieu du XXe siècle, le phénomène d'interconnexion et de rétrécissement de l'espace pratique était tel que l'idée d'une domination mondiale, d'un régime quelconque ou d'un pouvoir politique commençait à avoir un sens dangereusement réel. Bon. Et c'est à ce moment-là que a eu lieu donc la Deuxième Guerre mondiale, et son enjeu, c'était vraiment finalement sous quel régime allait vivre l'humanité. Hein. Et ceux qui ont gagné cette guerre, ça a été ceux qui ont construit les ordinateurs. Bon, là, c'est comme ça. Bon. Je simplifie. Hein. Bon, on pourrait revenir sur les détails de la guerre et le rôle que ça a joué effectivement. Etc. Bon, mais au moment où on a inventé les premiers ordinateurs, très peu de gens pensaient qu'ils seraient l'infrastructure de la nouvelle communication. Hein. On peut dire que dans les années 50, 60, hein, les ordinateurs, c'était des gros monstres qui servaient surtout à faire des grands calculs scientifiques ou à calculer des statistiques administratives, etc. Bon. Et ce qui s'est passé par la suite, ça c'est intéressant à noter, personne ne l'a planifié. Ça s'est passé comme ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, on peut le penser biologiquement, ça a poussé. Les ordinateurs sont devenus de plus en plus petits. Ils ont servi à faire de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de gens qui s'en sont servis eux-mêmes. Ça n'a plus été entre les mains des spécialistes. Et puis il y a d'autres gens qui ont dit, tiens, si on faisait que des systèmes de communication qui utilisaient les ordinateurs, ça s'est développé, ça s'est développé. Et on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'original. Si vous regardez par exemple ce qu'il en est du système de transport route, automobile, essence, par exemple. Hein. Si au début du XXe siècle, un grand pouvoir planétaire avait dit il faut qu'on en arrive à la situation où il y a des autoroutes partout, tout le monde a sa voiture, il y a un système de distribution d'essence, etc. Puis on va tout faire pour y arriver, et qui avait planifié la chose, ça aurait été un désordre épouvantable et probablement un échec. Hein. Mais c'est pareil, ça a poussé, ça s'est développé progressivement. Il
y a des gens qui ont pris des décisions, d'autres qui ont pris des décisions qui allaient dans d'autres sens, il y a eu des accommodements, etc. Puis ça s'est développé. On pourrait dire la même chose pour le système de téléphone. Probablement, si on avait décidé de manière centrale qu'on allait construire un système téléphonique qui couvrirait l'ensemble de la planète, on n'aurait pas réussi. Ça s'est développé. Bon, pour le cyberespace, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça a poussé d'ailleurs largement sur le système de téléphone. C'est une couche supplémentaire. Bon. Et d'une certaine façon, c'est seulement maintenant qu'on comprend à quoi devait servir le système téléphonique, après coup. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop où on va. Hein. On fait nous-mêmes partie de ce phénomène biologique. Bon. Ceci dit, il y avait quand même des gens qui avaient une espèce de vision pendant les années, entre les années 50 et les années 70, hein, à l'époque où on ne savait pas encore ce qui était en train de se faire. Et c'est des gens qui avaient vu que les ordinateurs allaient servir non pas à fabriquer une intelligence artificielle, hein, ou à faire des super énormes calculs avec des ordinateurs toujours plus gros, mais qu'ils allaient servir à faire de l'intelligence collective. Alors je vous cite quelques noms. Par exemple, il y a un Américain qui s'appelle Douglas Engelbart, qui, dès la fin des années 50, le début des années 60, a écrit plusieurs articles sur l'intelligence augmentée. Et il a fait des recherches sur des interfaces homme-machine du genre on va pouvoir communiquer avec les ordinateurs avec la main d'une manière intuitive. Bon, il a inventé la souris, par exemple. Et c'est lui qui a inventé cette notion d'espace de travail avec plusieurs fenêtres qu'on pourrait ouvrir, fermer, etc. sur un écran. Bon. C'est des choses qui, dans les années 60, faut se souvenir que la plupart des ordinateurs à cette époque-là, il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas d'écran, et on communiquait avec des cartes perforées pour leur donner des ordres, et puis en retour, on avait des gros listings illisibles. C'était ça les ordinateurs à l'époque. Donc il fallait quand même une sacrée vision pour imaginer qu'on pourrait s'en servir autrement. Bon. Vous avez des gens comme Lick Leader, qui d'ailleurs a travaillé au début d'Internet, qui a dit on va servir des ordinateurs pour faire des conférences électroniques, des réunions à distance où les gens pourront parler les uns avec les autres, s'échanger des messages collectivement, pas seulement le courrier électronique, hein, la conférence électronique. Parce que ça n'existait pas encore. C'est des gens comme ça qui ont mis au point ces techniques-là pour la première fois. Il a bien fallu que des gens l'inventent. Puis à l'époque, ça paraissait complètement utopique, complètement invraisemblable. Bon. Et vous avez des gens comme Ted Nelson, par exemple, qui a dit je prévois que bientôt tous les ordinateurs vont être, dans les années 60, il a dit tous les ordinateurs vont être interconnectés et on va pouvoir mettre en ligne l'ensemble des œuvres de l'esprit que l'humanité a produites, et toutes ces œuvres vont être en relation les unes avec les autres par des liens hypertextes. Et tout le monde pourra commenter perpétuellement toutes ces œuvres et commenter les commentaires des autres. Bon, vous imaginez, c'est quelque chose de complètement fou, c'est impossible. De toute façon, il n'y aura jamais la compatibilité entre tous les systèmes d'ordinateurs, utopie, optimisme débile, etc. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec le World Wide Web? Exactement, quasiment, la vision qu'en avait eue Ted Nelson. Et au début du World Wide Web, on a dit, tiens, c'est exactement comme ce qu'avait dit Ted Nelson, sauf l'aspect économique, parce qu'il avait prévu l'aspect économique. Bon, maintenant, on voit que l'aspect économique arrive aussi. Donc, il y a quand même eu des gens qui ont poussé dans cette direction de l'intelligence collective, mais ça n'est arrivé que très progressivement. Donc, si je rappelle quelques grandes étapes, dans les années 70, comme vous savez, il y a eu les premiers microprocesseurs, et
des gens complètement fous en Californie, dès qu'ils ont appris l'existence du microprocesseur, on dit mais donc ça veut dire que des individus, et pas des grandes entreprises ou des États, pourront posséder des ordinateurs et en faire ce qu'ils voudront. Et ils ont lancé un espèce de mouvement socio-culturel anarchiste comment dire, et contestataire qui s'appelait Computer for the People. Hein, et ils ont construit les premiers ordinateurs personnels qui servaient absolument à rien au début, et la seule chose qu'on pouvait faire, c'est faire des programmes en basique avec ça, avec des petites lumières qui s'allumaient, il n'y avait pas d'écran, etc. Bon, mais il y avait un enthousiasme fantastique. Et c'est seulement, on peut dire, bon alors vers la fin des années 70, on commence à avoir les traitements de texte, les tableurs, les choses comme ça, et pendant les années 80, moi je me souviens encore en 84, l'apparition du Macintosh, la première fois qu'il y a eu cette logique look and feel, c'est-à-dire qu'on pouvait voir, sentir avec la souris et interagir de manière intuitive avec les ordinateurs. Et là, je crois qu'il y a eu un vrai tournant, c'est-à-dire que tout le monde a pu se servir des ordinateurs sans être informatique, sans avoir fait d'études pour ça, quoi. C'est devenu naturel. Voilà. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le logiciel est devenu le centre de gravité de l'industrie, hein, parce que tout ça a des conséquences, évidemment, industrielles, économiques très importantes. On pourrait faire toute l'histoire de Microsoft par rapport à ça, mais bon. Et ça a été aussi le début de la convergence des médias. C'est-à-dire que là, on a commencé à comprendre que les télécommunications, l'informatique, le cinéma, l'édition, la radio, la télévision, etc., tout ça allait numériser et probablement allait converger. On ne savait pas quelle forme ça prendrait. On disait, ça va converger, tout va devenir numérique, etc., mais on ne savait pas exactement comment. On le sentait. Donc on est à la fin des années 80 et désormais les ordinateurs sont, je dirais, des supports de technologie intellectuelle. Alors que c'était des calculateurs avant, c'est-à-dire ça sert à lire, à écrire, à dessiner, à calculer aussi, bien sûr, à simuler, à gérer, à publier, à communiquer, etc. Et parallèlement à ça, pendant les années 80, il y a eu le mouvement d'interconnexion, c'est-à-dire de communication en ligne entre les ordinateurs. Alors, ça s'est développé dans des grandes entreprises qui ont mis au point des réseaux internes d'entreprises. Ça s'est développé dans des universités. Ça s'est développé au sein d'associations privées ou locales. Il y avait ce qu'on a, enfin, maintenant on en parle beaucoup moins, mais vous savez, les bulletin board systems, c'était des réseaux d'ordinateurs construits, enfin, qui s'associaient sur une base purement privée de gens qui avaient des ordinateurs et puis qui faisaient communiquer leurs ordinateurs par l'intermédiaire du réseau téléphonique avec un modem puis des logiciels spéciaux pour communiquer. Souvent c'était des informaticiens qui faisaient ensemble des programmes ou qui s'envoyaient des programmes ou des fichiers ou des choses comme ça, mais pas seulement des informaticiens. Hein. Et ça a été les premières, comment on peut appeler ça, les premières communautés virtuelles. Bon. Et ça, là aussi, ça a poussé de partout. Il n'y a pas eu de décision centrale. On peut dire quand même que ça s'est passé essentiellement dans un certain milieu. D'abord des gens jeunes, ensuite des gens qui vivaient dans des villes, ou même plutôt des grandes villes, et des gens qui étaient relativement diplômés, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau d'éducation élevé. Et si vous regardez... Et dès la deuxième moitié des années 80, parmi toutes les possibilités qu'il y avait sur le plan technique pour constituer des réseaux et surtout pour raccorder les réseaux entre eux, eh bien spontanément, c'est la norme Internet qui a commencé à être choisie. Parce que c'était celle qui marchait le mieux, c'était la plus efficace, la plus légère sur le plan technique. Et vers la fin des années 80, si on regarde le nombre des gens qui avaient une adresse électronique Internet, le nombre de serveurs qui étaient sur le réseau Internet, eh bien on voit une croissance exponentielle. Si vous regardez les courbes, il y en a, hein, et vous voyez que ça monte comme ça. Et que vers les, disons, 87, 88, 89, 90, ça monte comme ça. Hein. Et c'est seulement à ce moment-là que
les pouvoirs publics, d'abord américains, vous vous souvenez les autoroutes de l'information d'Al Gore, que les pouvoirs publics comprennent qu'il y a un phénomène très important qui est en train de se passer là, et qui en font un projet politique. Mais vous voyez bien que le projet politique vient se greffer sur quelque chose qui pousse de la société elle-même. Et tout ça, encore une fois, c'était avant que Microsoft s'y mette et croie à Internet. C'était avant que les télécoms y croient, en particulier les télécoms européens. Donc j'insiste sur cet aspect spontané. Et cet aspect spontané est encore plus visible concernant le World Wide Web. Bon. Le World Wide Web a été inventé, comme vous savez, au CERN, donc en Europe, autour de 1990, en gros. Et ça commence seulement à être connu du grand public en 92-93. Et puis là, il y a une espèce d'explosion dans les médias, etc., vers 94. Bon. Le web n'a été absolument, d'abord, n'a pas été conçu par une grande entreprise multinationale, n'a pas été conçu par un État, ni par aucune institution. C'est quelque chose qui a été fait par un petit groupe de chercheurs parce que ça leur servait à eux. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre parce que les internautes y ont vu leur intérêt. Ça a été prévu par personne. Et là, on est au début des années 90 et on peut dire qu'il y a une espèce de seuil de planétarisation ou de mondialisation qui est franchi à ce moment-là. C'est assez étonnant parce que vous avez la chute du mur de Berlin qui, au fond, fait s'évanouir cette bipolarisation politique et fait qu'il n'y a plus qu'une seule superpuissance, ou disons plusieurs puissances associées, d'accord ? Vous allez me dire, oui, mais il y a la Chine, mais il y a ci, mais ça. D'accord, mais en gros, il n'y a plus la lutte entre deux empires, d'accord ? Et ça fait une situation mondiale assez différente de celle qui prévalait avant, au moment de la guerre froide. Avec ça va une accélération de la mondialisation économique, de la dérégulation des politiques néolibérales, etc. Donc qui augmente l'interconnexion économique planétaire, et en même temps l'apparition du World Wide Web, qui au fond matérialise le même phénomène, non plus sous l'angle politique, non plus sous l'angle économique, mais sous l'angle de la communication, des échanges de savoir et de la participation à un espace de communication commun. Il me reste combien de temps là? 10 minutes. 10 minutes 10 minutes. Bon. Donc, bon, je ne vais pas vous décrire le World Wide Web parce que tout le monde sait ce que c'est, mais je voudrais vraiment insister. Je me souviens encore, il y a quelques années, il y avait un haut fonctionnaire, c'était une conférence à l'Assemblée nationale sur les nouveaux réseaux, etc. Puis il y a un haut fonctionnaire français qui me dit, vous qui êtes un spécialiste, Monsieur Lévy, dites-moi, le budget central d'Internet, qui est-ce qui le gère ? Alors je lui ai dit, mais il n'y a pas de... Comment? C'est pas possible, etc. Alors j'étais obligé de lui expliquer que ça fonctionnait pas du tout comme ça, que c'était sur une base entièrement coopérative que ça se passait. Oui, il y avait l'Internet Society qui réglait des problèmes de normes d'une manière consensuelle, etc. Mais qu'il n'y avait pas d'autorité centrale, et ça l'étonnait beaucoup. Donc je crois que c'est vraiment important de réaliser que c'est un espace entièrement coopératif, planétaire, commun, où tout le monde peut aller puiser des informations. Alors, oui, alors quand je dis ça, me dire, oui, mais le côté commercial, de plus en plus, on va payer pour l'information, etc. Bon, alors, si vous regardez la quantité d'informations gratuites qu'on trouve sur Internet depuis le début d'Internet, cette quantité est en augmentation constante. Il n'y a pas de moins en moins d'informations gratuites, il y a de plus en plus
l'information gratuite. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des informations, et il y a aussi de plus en plus d'informations payantes. D'accord ? C'est pas ou, c'est et. Hein, et alors, cette logique et, c'est la logique d'Internet. D'accord ? Vous allez me dire, oui, mais on en parlait à midi, il y a des sites nazis, etc. Mais il y a des sites de tout. D'accord ? On est dans une situation, dans un espace de communication où il n'y a vraiment pas de censure. C'est-à-dire, absolument tout peut s'exprimer. Tout ce qui était rejeté, négligé, méprisé, etc. Mais en même temps, tout ce qui est très précieux, derrière lequel tout le monde court, etc. Il y a tout. D'accord ? Donc, c'est pas ou, c'est vraiment et. Et ce phénomène disons, d'échange de connaissances ou de mise en commun des informations a un côté, comment dire, c'est de plus en plus facile, de plus en plus pratique, de plus en plus efficace, et c'est autocatalytique, c'est-à-dire qu'on se sert des instruments du réseau pour augmenter la facilité d'usage du réseau. Et au fond, ça devient de moins en moins un médium particulier. On pourrait dire que le cyberespace, c'est une sorte de métamédium. Parce que vous avez là-dedans le courrier, d'accord ? Alors, sous la forme du courrier électronique. Vous avez les conférences électroniques, donc communication communautaire ou collective. Vous avez les échanges de fichiers, et vous savez que les fichiers numériques, ça peut être des textes, des images, du son, tout ce que vous voulez, des programmes d'ordinateur, etc. Vous avez un espèce d'immense hyper-document, c'est-à-dire que tous les textes qui sont sur le web sont interconnectés les uns avec les autres. On a calculé qu'entre un site et un autre site, il y avait, n'importe lequel, il y avait un minimum de 12 liens. D'accord ? C'est-à-dire qu'entre un site, vous pouvez toujours aller d'un site à un autre site en cliquant 12 fois seulement. D'accord ? Donc, tous les documents sont à une distance de 12 clics les uns des autres maximum. D'accord ? Il n'y a aucun document qui est plus loin que 12 clics d'un autre. C'est une manière de dire la chose. Une autre façon de dire que tous les documents sont virtuellement des parties de l'immense hyper-document planétaire. D'une certaine façon, il n'y a plus qu'un seul document qui contient tous les documents. Ça, c'est une situation vraiment spéciale. On a du mal à le penser. Penser qu'il n'y a plus qu'un seul document que tout le monde peut alimenter, que tout le monde peut lire, dans lequel tout le monde peut se balader, etc. Et même que tout le monde peut indexer. Ou que, par exemple, vous pouvez faire un site dans lequel vous dites voilà les sites qui sont les plus importants pour moi. Évidemment, quelqu'un d'autre va faire un autre site qui va dire ben voilà les sites qui sont les plus importants pour moi, etc. Donc, chacun peut proposer en plus un ordre particulier dans ce grand hyper-document. Donc, c'est pas que c'est amorphe, c'est que ça contient un très grand nombre d'ordres possibles. Et bon, ça va bientôt contenir le téléphone. D'ores et déjà, toutes les radios sont sur le web. Hein. Moi, j'écoute Radio Tunis très souvent. Hein. Mais on peut écouter absolument les radios. C'est-à-dire que toutes les choses qui étaient locales sont aujourd'hui en train de devenir universelles. Vous voyez, c'est un universel qui contient tous les locaux. Ce n'est pas un universel dominateur ou qui efface les différences. Donc vous avez toutes les radios, et alors non seulement vous pouvez les écouter en direct, mais en plus, très souvent, il y a des émissions enregistrées, vous avez les archives, etc. Vous avez quasiment tous les grands médias, tous les grands journaux. Vous êtes en train d'avoir maintenant progressivement toutes les télévisions. D'accord ? Donc en fait, et puis les grandes bibliothèques dans le monde sont en train de numériser tous les livres. On va avoir accès à tout exactement dans le même espace. Ça, c'est une situation très 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 spéciale. Et la configuration de cet espace de communication n'est pas une configuration
médiatique classique, c'est-à-dire au fond la configuration qui s'est créée au moment de l'invention de l'imprimerie, avec un centre émetteur qui distribue le même message, et puis des lecteurs ou des récepteurs qui reçoivent individuellement le message, mais d'une manière isolée les uns des autres, comme ça se passe donc avec l'imprimerie ou avec la radio, avec la télévision. Bien sûr, il y a la possibilité de cette diffusion, hein, mais ça n'est pas limité à ça. Vous n'avez pas seulement la communication comme avec la poste ou avec le téléphone, un réseau d'individus qui communiquent les uns avec les autres, de point à point, communication 1-1. Vous avez une communication qu'on pourrait appeler non plus seulement un-tous, non plus seulement 1-1, mais tous-tous. Et l'exemple, disons, emblématique, c'est celui de la conférence électronique ou du monde virtuel, dans lequel chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un mouvement ou qui envoie un message, ça modifie la situation de tout le monde. Mais tout le monde peut modifier la situation de tout le monde. Ou on crée une mémoire partagée, commune, mais cette mémoire partagée résulte de l'interaction des participants, de l'ensemble des participants de la communication. Alors ça peut se faire à des micro-échelles comme dans une conférence électronique, ou à le World Wide Web, on peut dire que c'est la même chose, mais à une macro-échelle. Et donc cette communication tous multimédia, mais quand je dis multimédia, c'est pas le son, l'image, le texte. Quand je dis multimédia, c'est tous les médias antérieurs, radio, télévision, presse, etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, hein. Et ça forme, je crois, une configuration de communication qui est très favorable à l'intelligence collective. Je voudrais, donc pour terminer, il me reste quoi, 1 minute? À peu près. C'est ça, voilà. Résumer au fond les grandes idées qui ont présidé à cette croissance du cyberespace, parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas eu de planification centrale, mais il y a eu des idées qui ont motivé les gens qui ont fait croître ce réseau. La première idée, c'est l'idée de l'interconnexion. Interconnexion entre les informations, les hypertextes, etc., entre les idées, entre les êtres humains, entre les entités économiques, on le voit de plus en plus aujourd'hui, interconnexion techno-physique aussi, hein, parce qu'il faut quand même des câbles, il faut quand même des satellites, il faut quand même, bien entendu, tout n'est pas virtuel. Et bien entendu, toute cette interconnexion provoque une dissolution progressive des frontières traditionnelles, hein, pas seulement des frontières géographiques, hein, des frontières institutionnelles aussi. Deuxième grande idée, c'est l'idée des communautés virtuelles, parce qu'on se sert de ces possibilités d'interconnexion pour développer un espace virtuel où les distances et les proximités sont essentiellement sémantiques et non plus géographiques ou institutionnelles. Ça veut dire que les gens se regroupent dans cet espace-là selon des communautés d'intérêts, de goûts, de projets, de compétences, etc., d'affinités de toutes sortes. Et il y a un nouvel espace qui est en train de se créer, dans lequel ce sont ces paramètres sémantiques ou affectifs qui sont déterminants, et non plus des paramètres d'appartenance géographique, institutionnelle, politique, etc. C'est ça, je crois, principalement l'idée de la communauté virtuelle, hein. Et la troisième idée, qui est probablement la plus importante, c'est l'idée de l'intelligence collective, parce que toute cette interconnexion et cette construction de communautés virtuelles visent à, disons, promouvoir un mode de sociabilité ou de fonctionnement humain, mais alors là dans toutes les dimensions, économiques, politiques, scientifiques, sociales, etc. Donc un mode d'organisation en intelligence collective. Donc l'intelligence collective, en gros, c'est le partage de la connaissance, le partage de l'information et la coopération compétitive. Je dis compétitive parce qu'il y a cette ouverture, évidemment, de l'éventail des goûts, des idées, des possibles, etc., qui sont en concurrence les uns avec les autres, mais toujours sur une base coopérative. Il ne faut pas oublier que les premiers fabricants et utilisateurs
du cyberespace a été la communauté scientifique, hein, et que la communauté scientifique a explicitement pour fonction et pour projet de fonctionner en intelligence collective, si vous y réfléchissez bien. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient créé un système de communication spécialement pour ça. Et donc, je pense que tout ça est globalement positif, et que je crois qu'il y a une espèce d'expansion de la conscience humaine qui va avec le développement de ce nouveau système de communication, comme ça a été le cas pour toutes les grandes inventions de systèmes de communication. Il y a eu une expansion de la conscience humaine avec l'invention de l'écriture, avec l'invention de l'alphabet, avec l'invention de l'imprimerie. Et là, je crois qu'on est à une époque un peu comme ça, et que je dirais que l'humanité est de moins en moins séparée d'elle-même. Et que c'est plutôt bien. Voilà. Merci Pierre Lévy de terminer sur cette note d'optimisme. Il nous reste, je pense, sous le contrôle de... Oui. Bon, une demi-heure de débat. Oui. Ok. Jeffrey? Vous avez expliqué que le volume des renseignements ne cesse de croître. Il y a une augmentation constante et phénoménale que finalement n'importe qui peut non seulement ajouter des informations au site déjà créé, mais peut en créer d'autres. Et cela... Jeffrey, excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler au micro? Désolé de t'interrompre. Oui, parce qu'il y a un enregistrement et c'est... Désolé. Oui, comme suite de cette augmentation constante du volume des renseignements que vous avez expliqué, est-ce qu'il n'y a pas un danger de saturation des réseaux Internet? Merci. Ah, de saturation des... Ben, je pense qu'on est tout le temps à la limite de la saturation, mais ça c'est depuis... Ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, vous voulez dire une saturation physique ou une saturation mentale? Physique. Non, parce que ça aurait pu être l'autre question aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Et depuis le début, d'ailleurs, depuis les années 60, on est sans arrêt à la limite de la saturation. Et les gens qui construisent les tuyaux sont sans arrêt en train de courir après l'augmentation des débits. C'est tout à fait juste. Mais c'est un fait, disons qu'on est tout le temps à la limite de la catastrophe. Mais à la limite. Est-ce qu'on prendrait plusieurs questions à la fois, monsieur? J'aime mieux que répondre à chaque fois. D'accord, ça vous embête pas. D'accord. Oui. Oui, vous avez évoqué une croissance qui se base, si je peux dire, un tout petit peu sur l'ethnocentricité. Vous avez parlé de l'invention de l'imprimerie, ainsi de suite. En Europe, vous avez fait cette croissance. Mais si je peut-être fait une liaison avec votre haut fonctionnaire français qui voulait contrôler et qu'on ne comprenait rien. Comme vous le savez très bien entendu, l'imprimerie a été inventée en Chine plusieurs siècles, pour ne pas dire centaines d'années avant. Il a eu lieu en Europe. Est-ce qu'on peut s'imaginer des catastrophes, si je m'exprime comme ça, ou des événements, pour utiliser une expression neutre, par laquelle peut-être quelque chose intervient pour que cette croissance permanente cesse, qu'il y a des événements, des déraillements ou autre chose, je ne sais pas comment exprimer ça, ou tout d'un coup cette disons, explosion biologique se termine, puisque, comme on a vu, en Arabie, en Chine, des possibilités d'évoluer bien avant nous, en Europe de l'Ouest, ont été freinées pour des raisons diverses et variées. Oui, alors, bon, quand je parle de l'imprimerie, non, vous avez tout à fait raison de signaler que l'imprimerie, enfin, d'un strict point de vue technique, et encore, il faudrait discuter là-dessus, a été inventée en Chine. Mais, bon, il
ne va pas rentrer dans les détails historiques, mais tout de même, en Chine, effectivement, l'imprimerie existait depuis 5 siècles avant qu'elle commence à se développer en Europe. Mais, d'une part, le système d'écriture chinois, comme vous le savez, est idéographique et il y a plusieurs milliers de caractères. Alors évidemment, du simple point de vue pratique, c'est tout à fait différent que quand on a une écriture alphabétique, surtout pour l'imprimerie. Bon, ça c'est le premier point. Et il n'y avait pas le caractère mobile. On fabriquait des pages entières. Or, au fond, l'invention quand on dit l'imprimerie, la grande invention, c'est le caractère mobile. Bon. Et deuxièmement, l'imprimerie était étroitement contrôlée par l'État en Chine, parce qu'il y avait un empire justement unificateur et sur le plan culturel extrêmement jaloux de ses prérogatives, tandis qu'en Europe, l'imprimerie s'est développée dans un milieu polycentrique, dans lequel chaque fois qu'on essayait d'établir une censure dans un pays, ceux qui voulaient diffuser les idées allaient dans un autre, hein, dans les petits pays rhénans ou dans les petites principautés italiennes ou dans les Pays-Bas, etc. Ce qui fait que les grandes royautés centralisatrices, finalement, étaient obligées de laisser l'imprimerie se développer parce que la censure servait à rien. C'était comme l'Internet aujourd'hui, si vous voulez. Hein, bon. Et alors, le phénomène de l'imprimerie, ce n'est pas la technique en elle-même, c'est ce qu'une société en a fait pour produire un milieu dans lequel l'information et la connaissance commencent à circuler d'une façon tout à fait différente de la façon dont ça se passait avant. C'est-à-dire une vraie rupture. Hein. Et je pense que, bon, ça c'est universellement reconnu par tous les historiens, même si on discute des détails, le développement de la communauté scientifique européenne et de la science expérimentale moderne aurait été impensable sans l'imprimerie. Le début de la République des lettres européennes au moment du XVIe siècle, la naissance des académies, les journaux scientifiques, etc. Tout ça suppose l'imprimerie. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'était Votre question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une catastrophe? Bon, alors, qui dit phénomène biologique, dit possibilité de maladie, possibilité de mort, ça, c'est tout à fait certain. Et quand je dis que les choses vont de mieux en mieux, j'en suis absolument persuadé, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une espèce de perfection absolue ou idéale. C'est un phénomène de croissance et donc ça ne va pas sans souffrance, sans douleur, sans maladie, sans virus, sans attaque terroriste sur Internet, sans tout ce que vous voulez, sans difficulté de tous ordres. Hein, on est sans arrêt en train de résoudre des problèmes, on est sans arrêt en train d'éviter les catastrophes, en train d'arrêter le chaos qui pousse à la porte. Ça, c'est la situation normale. Hein. Vous travaillez tous les jours, vous savez ce que je veux dire. Bon. Donc, simplement, ce que je voulais faire, c'est prendre un petit peu de recul et essayer de voir l'ensemble du phénomène, comment il se déroule. Et je crois que c'est en prenant un petit peu de recul et en étant moins collé sur les difficultés qu'on a tous à résoudre tous les jours, qu'on peut être un peu plus optimiste. Et au fond, c'est ça que je voulais faire. Une question là? Oui. Qui vienne au micro, s'il vous plaît. Non, moi je voulais poser une question au sujet de la gestion du savoir. À l'heure actuelle, il y a un mot qui est tout à fait à la mode, c'est knowledge management, donc la gestion du savoir. Je pense que finalement cette gestion du savoir n'a un sens que dans un environnement assez limité soit géographiquement, soit hiérarchiquement, soit parce que c'est une administration. Mais en fait, à partir du moment où le savoir est partageable par la totalité des individus, cette notion de gestion du savoir n'a plus le même sens ou ne devrait plus avoir le même sens, voire elle n'a pas de sens du tout. Mais enfin, peu importe. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous envisagez l'explosion du savoir futur qui va arriver, car tout le monde va pouvoir s'exprimer, et pas seulement ceux qui ont des diplômes. Donc, beaucoup de gens vont pouvoir s'exprimer sur le net, sur le web, et alors il va y avoir un magma informe d'échange de savoir. Et est-ce que vous envisagez une évolution des réseaux coopératifs, etc. Enfin, j'aimerais bien votre point de vue.
Voilà, non, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que là, c'était à peine une question. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a derrière, au fond, enfin, disons, l'évolution culturelle à long terme qu'on peut voir, qu'on peut entrevoir, disons, c'est que chacun va de plus en plus devenir le gestionnaire, non seulement de son propre savoir, mais aussi va se sentir responsable de la gestion du savoir des communautés diverses auxquelles, ou des collectivités diverses auxquelles il ou elle participe. Hein, c'est cette notion d'empowerment par rapport à la gestion de la connaissance. Et je crois que la vision selon laquelle il y a une hiérarchie ou une organisation des savoirs a priori ou posée par telle ou telle autorité, enfin, il y a toujours des gens qui pourront le penser, mais il va y avoir tellement de hiérarchies en concurrence les unes avec les autres que bah, vous passez sur un site, il y a telle hiérarchie, vous êtes sur un autre site, il y a une autre hiérarchie, etc. C'est bien qu'on se rend compte que c'est sûr qu'il faut sélectionner les connaissances, c'est sûr qu'il faut les hiérarchiser, mais que ces hiérarchies sont toutes pertinentes par rapport à une situation, des objectifs, une histoire, une communauté, etc. Et que donc il ne peut plus y avoir unité de l'organisation ou de la gestion de la connaissance. Donc ce à quoi on va assister de plus en plus, c'est à une auto-organisation globale de la production, de la gestion, de l'échange des connaissances, auto-organisation dans laquelle les individus vont avoir, et les groupes bien entendu, de plus en plus d'autonomie et d'initiative. Je crois que c'est ça. Et bon, la question des diplômes, évidemment, devient de plus en plus cruciale ou problématique, notamment parce que il devient évident que les systèmes, je ne parle pas de l'enseignement primaire, hein, parce que ça, bon, c'est des choses qui probablement resteront, mais dès l'enseignement secondaire et universitaire, bon, je crois que l'école n'a plus le monopole de la transmission des connaissances. Par contre, ce qu'elle a aujourd'hui, c'est le monopole de la diplomation. Et là, il y a une tension qui est de plus en plus grande entre le monopole de la diplomation et le fait qu'on peut apprendre de plus en plus partout. Donc, est-ce qu'on va aller vers des systèmes, disons, de tests automatisés ou, enfin, bon, là, ça demanderait toute une discussion, hein. Mais bon, ce qui se passe en Amérique du Nord, en tout cas, de plus en plus, il y a un mouvement très très fort, d'une part vers la privatisation de l'enseignement, mais pas seulement, vous savez, une école privée pour l'élite qui développe le même programme que dans les écoles publiques, hein. Ce sont des écoles privées qui développent des programmes d'enseignement qui n'ont rien à voir avec les programmes de l'école d'à côté. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai visité une école aux États-Unis dans laquelle tout le cursus était organisé selon l'idée qu'il y a une croissance continue de la conscience humaine au cours de l'histoire. Alors, dans les premières années, ils apprenaient, enfin tout le programme était basé sur ce que savaient les Égyptiens, les Mésopotamiens et les Chinois. Dans les années suivantes, tout ce qui tient à la civilisation grecque, romaine, etc. Puis même les mathématiques, tout, hein. Puis dans les années suivantes, c'est l'Europe du XVIIIe siècle. Puis dans les années d'après, c'est, vous voyez ce que je veux dire? Et alors ça n'a rien à voir avec la façon d'apprendre les mathématiques, la biologie ou quoi dans les programmes traditionnels. Et il y a de plus en plus d'innovations qui vont dans tous les sens, hein. Et puis il y a aussi un mouvement du homeschooling. Enfin, bon, au fond, ce qui est obligatoire, c'est l'apprentissage, c'est pas l'école. Et on a le droit d'enseigner à ses enfants de toutes les façons possibles et imaginables. Et puis les parents qui font ça se regroupent entre eux par Internet, ils se filent des tuyaux, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un foisonnement qui va dans tous les sens. Et là, on ne sait pas du tout ce que ça va donner à long terme, hein. Mais enfin, cette notion de diplôme va devenir... bon, en plus, quand vous voyez aux États-Unis à l'heure actuelle, il y a plus d'étudiants qui sont dans des universités d'entreprises privées que dans des universités traditionnelles, publiques et privées confondues.
comprenez bien que si vous voulez étudier l'informatique, vous allez dans l'université Microsoft ou IBM plutôt que dans l'université X ou Y, hein, par exemple. Une question au fond. Est-il possible de préciser en quoi cette culture de l'intelligence collective va-t-elle modifier nos valeurs personnelles, notre vision de voir la société? On sait par exemple, et vous l'avez mentionné, que la télévision a créé ce qu'on appelle une culture de la télévision, et à travers ça une culture de l'image. Mais Internet, vers quoi va-t-on? Vaste question. Alors, oui, j'attends. Bon, il faudrait... Non, mais vous pensez bien que je ne peux pas répondre à une question comme ça en 2 minutes. Simplement, bon, je peux juste évoquer, pour ne pas rentrer dans des considérations philosophiques et théoriques trop complexes, mon expérience personnelle. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je participe à des conférences électroniques et je pense que j'ai appris progressivement au cours des années une façon de dialoguer qu'on ne peut pas apprendre autrement. Hein, par exemple, ne pas faire perdre leur temps aux gens, être toujours, enfin disons, donner les bonnes interventions aux bons, envoyer les bons messages aux bons endroits de la conférence électronique, ne pas réagir émotivement tout de suite à un message, même si on est très tenté de le faire. Vous voyez, des choses comme ça. Et je crois que des gens qui de plus en plus vont apprendre à communiquer, c'est très différent du courrier électronique d'individu à individu. C'est-à-dire, on est sans arrêt en communication publique. Donc, il y a une expérience d'une opinion publique. Alors, c'est pas comme l'opinion publique du XVIIIe siècle qui passe par les journaux, après que les gens discutent dans les cafés, etc. Mais ça ressemble quand même un peu. Mais une opinion publique fractale, hein, dans plein de conférences. Et puis, en plus, les gens habituellement participent à plusieurs conférences électroniques. Et dans ces conférences électroniques, on s'indique des sites web, on se donne des adresses d'autres conférences électroniques, etc. Enfin, il y a toute une façon de vivre dans cet univers d'information virtuelle qui est c'est très vivant tout ça. Hein. Donc, les gens croient que le virtuel, les gens qui n'y participent pas, bien sûr, croient que le virtuel c'est froid, c'est désincarné, etc. Mais quand on y participe, on voit que c'est très chargé d'émotions, d'affectivité, etc. Et on apprend à évoluer dans ces univers virtuels. Je crois que c'est si on parle d'une culture de l'intelligence collective, c'est des choses qui vont dans ce sens-là. Et puis, on va apprendre aussi à se balader dans une espèce de bain de langage kaléidoscopique. Vous savez, on reçoit des courriers électroniques, on va sur un site web, on écoute une radio en direct d'un pays, une radio en direct d'une autre, on va sur tel média, on replonge dans une conférence électronique, etc. Puis on sent les choses... c'est comme si on n'a pas besoin de tout boire, on nage là-dedans, et puis on sent ce qui se passe, quoi. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de vivre les choses. Oui, vous avez été un des premiers à souligner le problème du déluge informationnel dans votre rapport Conseil en 1997. Donc l'excès d'informations, les méthodes de navigation, les instruments adaptés pour choisir les informations pertinentes. Quelle est votre vision du même phénomène, du même problème maintenant, 3 ans après, aussi à la suite de votre expérience au Canada? J'avoue que je n'ai pas tellement changé de point de vue depuis 3 ans, parce que ce que je disais, c'est que, disons que le remède était la même chose que le poison, et je le pense encore, c'est-à-dire que toute cette interconnexion entre les gens, entre les documents, entre les informations, multiplie de l'information, des documents, etc. Donc, mais en même temps, c'est aussi l'interconnexion qui permet de s'en sortir.
Moi, je sais que les sites les plus intéressants que j'ai trouvés, c'est pas en les cherchant moi-même, en interrogeant des moteurs de recherche que je les ai trouvés. C'est sur des conférences électroniques dans lesquelles des gens me les ont indiquées. Hein. Donc, je veux dire que c'est l'intelligence collective qui offre des remèdes aux problèmes posés par l'intelligence collective. Ça ne peut pas être des solutions purement mécaniques ou purement individualistes. Alors, c'est évidemment, il ne faut pas négliger tous les no-bots, les moteurs de recherche, les logiciels, tout ça, c'est très très bien, évidemment, hein, je n'ai rien contre, et au contraire, mais encore une fois, c'est par l'intelligence collective qu'on s'en sort, quoi. C'est par une forme de sociabilité qu'on s'en sort. Hein. Dernière question. Merci. Vos constatations et vos explications, à mon avis, se sont réduites uniquement sur la question quantitative. Quantitative, c'est tout le monde aura la possibilité de communiquer avec tout le monde. Mais le problème de qualité n'est pas du tout touché, à mon avis. Comment maîtriser le flux d'informations et comment gérer et distinguer entre les informations d'un guignol, d'une information qui est vraiment importante pour moi, qui cherche à m'informer sur un sujet. Merci. Ben ça, c'est le problème. Enfin, je pense que, je m'excuse, hein, je pense que vous êtes passé à côté du message profond que j'essayais de vous transmettre, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une simple transformation quantitative. Parce que la transformation qualitative de base, c'est que justement, il n'y a plus d'autorité transcendante qui va vous dire quels sont les messages de qualité et quels sont les messages sans valeur. La transformation qualitative, c'est que c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui a une valeur pour vous. Quand je dis vous, ce n'est pas nécessairement individuellement, c'est pour votre équipe de travail, votre organisation, votre milieu, votre communauté, etc. Chacun va devoir sécréter ses propres filtres informationnels, ses propres sélections, ses propres hiérarchies. C'est ça la nouvelle situation. Et en faisant ça, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de coopération compétitive. Vous proposez aussi aux autres votre filtre, votre sélection, votre organisation. Et ça peut leur rendre un très très grand service. Mais bien entendu, votre sélection, votre organisation, votre filtrage est en compétition avec d'autres organisations, d'autres filtrages, etc. Donc vous voyez que cette question de la qualité, c'est une question qui est toujours ouverte. C'est la question. Tout le monde essaye de faire de son mieux. Toujours, tout le monde essaye de trouver la meilleure information, la meilleure solution, etc. C'est sûr. Mais ce sera à vous de le trouver. Ce sera à vous de dire, moi je pense que c'est ça qui est mieux que ça. Puis d'autres vont faire d'autres choix, bien entendu. Hein. Et ça va être en compétition. Et c'est de cette compétition va naître probablement encore d'autres améliorations. C'est cet univers-là dans lequel on est en train de rentrer. C'est une nouvelle façon de penser. Merci de cette dernière question qui finalement vous donne la possibilité de repréciser un petit peu. D'enfoncer le clou, oui. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Lévy, pour cette stimulation intellectuelle que vous nous avez donnée. Avant de nous quitter, je voudrais vous souligner, sans faire de publicité, et surtout pas pour Odile Jacob, parce que je trouve que leurs services commerciaux ne sont pas très efficaces. Ah, ils vous ont pas envoyé le livre? Ils ne m'ont rien envoyé. J'avais même pas demandé de livre. J'avais demandé simplement une notice d'information. Mais Pierre Lévy les éditions Odile Jacob sont en train de publier le dernier ouvrage de Pierre Lévy qui s'appelle World Philosophy. C'est pour ça que je commençais par l'idée de mondialisation, une philosophie mondiale qui
accompagne finalement la mondialisation des marchés. Il y a cette mondialisation par le cyberspace et une mondialisation de la conscience. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre connaissance des prochaines conférences que nous organisons, que l'unité formation organise, vous pouvez prendre à l'entrée de la salle les informations. La prochaine sur les marchés internationaux financiers, problème, une autre conférence sur la santé et sur les SCIC, les services de conférence. Merci beaucoup.